Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine. Comment parler d'épargne aux jeunes et comment les accompagner? Voici les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos deux invités. Judith Sébillotte-Legris est avec nous en plateau, associée gérante chez Score Patrimoine. Bonjour Judith Sébillotte-Legris. Bienvenue. Score Patrimoine qui est un cabinet en gestion de patrimoine. Et nous allons également en parler avec Philippe Degouville, le CEO d'Ismo. Bonjour Philippe Degouville. Bonjour. Alors Ismo va peut-être en dire un petit mot. C'est une solution digitale qui permet d'investir avec une solution basée sur l'arrondi. C'est bien ça ? Exactement, c'est une solution qu'on a créée il y a 1 an et qui permet à toute personne qui a au moins 18 ans d'investir facilement et à moindre coût et avec un mécanisme qui est l'arrondi, mais pas seulement, on peut aussi faire des virements périodiques ou à la volée comme on veut et on investit directement dans des fonds d'investissement. D'accord. L'idée de base, c'est de dire qu'il faut épargner régulièrement, le plus régulièrement possible, pour s'assurer une performance dans le temps. Et pourquoi pas utiliser justement la consommation. À chaque fois que vous épargnez, à chaque fois que vous consommez, on prend un petit peu de cet argent, on prend l'arrondi, et on va l'investir automatiquement dans le fonds d'investissement. Donc on y va centime par centime, c'est-à-dire qu'on achète quelque chose qui vaut 12,71 €, on va récupérer le reste pour aller jusqu'à 13 € et automatiquement on l'investit dans un fonds d'investissement. Exactement, c'est exactement ce principe-là et dans l'idée qu'il faut épargner très très régulièrement. Alors justement, on va parler parce qu'on imagine qu'épargner centime par centime, ça parle au petit budget comme au gros, mais là on va parler des jeunes. Alors déjà, première question, Judith Sébillotte-Legris, je dis parler centime par centime, ça va parler au petit budget comme au gros. Est-ce que déjà quand on parle de jeunes, on parle forcément de petit budget ? Alors, ça dépend ce que vous appelez jeune. Oui, c'est vrai. La jeunesse est quand même très relative. Donc, effectivement, 20 ans, c'est seulement des centimes. 30 ans, ça l'est déjà moins. Oui, bien sûr. Voilà, je pense que je pourrais vous retourner la question. Est-ce que vous épargnez ? J'espère suffisamment. Voilà. Donc, voilà. Nous, les jeunes que nous avons dans le cabinet, ce sont soit des jeunes qui ont déjà reçu du patrimoine, soit par héritage, soit par donation anticipée, soit qui ont une démarche d'épargne. Et ce qui est très surprenant dans leur démarche d'épargne, c'est que la plupart du temps, en fait, ils s'intéressent à un produit qui paraît pas du tout jeune, qui est un produit qui est le plan épargne retraite. D'accord. Voilà. Donc, on a beaucoup de jeunes qui finalement ont été sensibilisés au discours de la retraite et qui aujourd'hui investissent dans ce qu'on appelle le plan épargne retraite pour effectivement préparer leur retraite. Et qui viennent vous voir en vous disant: j'ai entendu parler du plan épargne retraite, je veux investir dans le plan épargne retraite. C'est amusant quand même. Mais qu'est-ce qui leur plaît? C'est la fiscalité? Alors, c'est le fait de. C'est le fait. Ça dépend bien sûr de leur tranche marginale d'imposition, mais à partir du moment où ils peuvent déduire de leur revenu le montant investi, déjà ça les intéresse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un petit peu dévoyé, puisqu'ils savent qu'ils pourront retirer ces capitaux quand ils acquerront leur résidence principale. Oui, c'est sûr. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas bloqués jusqu'à la retraite. C'est ce que j'allais vous dire, parce que justement, c'est étonnant d'aller là-dessus, alors qu'on se dit que c'est une épargne bloquée. Mais en fait, c'est parce que comme il y a quelques cas de sortie anticipée, ça fait moins peur d'aller investir dans le PER. C'est exactement ça. Ça fait moins peur. Et c'est un produit à la fois de défiscalisation, puisque l'investissement que vous allez faire, encore une fois, va être déduit de vos revenus, et vous pourrez en sortir en cas d'acquisition de la résidence secondaire, de la résidence principale, étant précisé que ça n'est pas réservé aux primo-accédants. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale, s'ils doivent la vendre, pourront à nouveau débloquer leur PER pour acheter cette nouvelle résidence principale. Ça, c'est amusant, parce que pour le coup, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on me réponde retraite toujours. Je m'attendais plus à actifs risqués, bitcoin, actions ou autres. Je peux vous en parler après, mais je vais peut-être laisser la parole Philippe Degouville, vous constatez, vous, effectivement, parce que j'imagine que quand on s'inscrit, on donne un petit peu ses objectifs d'investissement ou autres. Qu'est-ce que vous constatez quand les jeunes, pour le coup, s'inscrivent sur la plateforme? Oui, alors d'abord, les jeunes ont un surplus d'épargne lié au Covid. D'accord. Ils n'ont pas pu consommer, parce que tout était fermé, n'ont pas pu voyager. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de cette épargne? Alors, ils pourraient aller sur les livrets, mais ça, c'est déconseillé. De toute manière, Bercy ne veut pas monter les rendements des taux. Ils veulent que absolument cet argent retourne vers l'économie. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est consommer. Et donc ils sont conscients, par exemple, qu'on perd de l'argent entre le rendement d'un livret A et de l'inflation aujourd'hui. C'est un niveau de connaissance qu'ils ont sur ces... Pas tous, mais on en parle quand même suffisamment souvent. Et c'est vrai que c'est une thématique dont on a peu parlé ces dernières années, parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Oui, bien sûr. On découvre ça en France. Maintenant, on découvre qu'il y a de l'inflation. On paye des factures aussi. Donc, petit à petit, on voit qu'on a besoin d'avoir de rentabilité. Donc, c'est certainement pas vers ces produits-là qu'il faut aller. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, ils peuvent aller en bourse. C'est vrai que quand on a 20 ans et qu'on peut se projeter à 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, les perspectives de plus-value, elles sont quand même très, très fortes sur les actions.
hein. En plus, ils ont bien vu qu'avec la crise du Covid, ils ont constaté que les marchés avaient chuté et rebondi spectaculairement. Pareil sur les cryptocurrencies. Donc on voit plein de jeunes qui vont sur les cryptocurrencies. Bah oui, alors ça pour le coup, on l'a vu effectivement, mais même les actions, alors c'était en 2020, mais l'AMF qui dénombrait 150 000 investisseurs en actions supplémentaires, essentiellement des jeunes. On a eu également le feuilleton Robinhood aux États-Unis où on a vu que les réseaux sociaux, les échanges ou en tout cas les plateformes en ligne permettaient... On a vu cette tendance émerger d'un coup, mais là encore, vous me parlez d'horizons très longs. Quand on a 20 ans, on peut se projeter à 30, 40 ans. Mais donc du coup, aujourd'hui, vous constatez vraiment cette envie d'investir sur le long terme quand on parle d'un jeune entre 20 et 35 ans, par exemple ? Il y a un peu des deux. Les jeunes sont partagés entre l'envie de faire des profits très rapidement, l'idée de faire un bon coup. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on a vécu récemment, la chute des marchés et les rebonds violents, on a l'impression qu'on peut gagner de l'argent facilement. Bien sûr. Oui. Donc effectivement, beaucoup de jeunes vont là-dessus. Mais attention, certains vont se brûler les ailes. On l'a bien vu, les petits épargnants peuvent voir leurs économies complètement lessivées avec des mouvements de marché très importants, comme on a pu le compter dans le passé, sûr, ou même sur le Bitcoin d'ailleurs. Donc il faut absolument les éduquer, leur faire comprendre que le risque est là. Et qu'aller vers ces produits hyper spéculatifs, c'est pas comme ça qu'on peut se constituer une épargne à long terme. Il faut aller vers autre chose, des produits plus diversifiés, investir beaucoup plus régulièrement. Voilà, on n'est pas dans l'immédiateté quand on veut se construire une épargne à long terme. Chez ISMO, on peut investir sur quel type de fonds quand on investit centime par centime ? Sur des fonds risqués comme sur des fonds beaucoup moins risqués ou... Exactement. On mesure l'appétence au risque des personnes qui s'inscrivent. On leur propose du coup un fonds adapté, donc ce sont des fonds profilés et qui sont investis sur des ETF pour que ça soit à moindre coût. D'accord. Pour donner une chance aux produits aussi, parce qu'il ne faut pas que les frais viennent pomper sur les performances futures. Donc, on a un fonds prudent, un fonds équilibré ou un fonds dynamique. Et on voit bien que les jeunes, ils vont plutôt vers le dynamique. C'est ce que j'allais vous poser. Donc il y a une majorité de fonds dynamiques. Plus on est jeune, plus on va sur un fonds dynamique. Plus on est jeune, plus on va sur un fonds dynamique, mais aussi, c'est à cause des sommes mises en jeu. D'accord. C'est plus facile de prendre du risque et d'apprendre comment fonctionnent les marchés financiers, de mesurer ce qu'on est capable de supporter comme risque quand on commence avec des petits montants. D'accord, bien sûr. Voilà. Après ça, comme on peut sortir des fonds quand on veut et investir dans un autre profil, si jamais la situation personnelle des jeunes change, on leur propose autre chose. Alors, c'est amusant parce que... je dis peut-être une bêtise, mais moi, d'un côté, vous me parlez de PER, j'ai l'impression que c'est la prudence, la construction, l'anticipation, et de l'autre, là, vous me dites que plutôt on est sur des profils très dynamiques. Julie de Sébillotte-Legris, vous les jeunes que vous avez, ils sont... Je crois que ce qu'a dit Philippe est important. Effectivement, quand ils ont vu un rebond des marchés très rapide, ce qu'on a connu avec le Covid, effectivement, ils se sont dit c'est extraordinaire les actions et ils ont voulu rentrer en bourse. Bien sûr. C'était pas du tout leur discours avant. Bizarrement, moi, les jeunes, en tout cas que j'ai comme clients, ils ont plutôt du mal à prendre du risque. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. Et quand on corrèle la performance et le risque, ça, ils comprennent un peu plus. Mais quand on corrèle également la perte et le risque, là, c'est très compliqué. Bien sûr. Beaucoup, d'ailleurs, ils sont pas très différents de leurs parents. Mais effectivement, il y a un besoin éducatif, certain, qu'ils demandent. Et c'est tout l'intérêt aussi d'épargner jeune, c'est de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre l'intérêt d'épargner, de comprendre le futur, de voir ce qu'ont donné les marchés. Mais moi, je ne peux pas noter une grande appétence au risque. Non, il faut travailler avec eux, parce que vous parlez de l'inflation. Bien sûr, vous avez raison dans la logique, mais on ne s'en rend pas compte de l'inflation. C'est quelque chose qui est très dilué. Donc oui, on va dire que ça ne vous rapporte rien à cause de l'inflation, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc le livret A reste plébiscité, par exemple, parce que... J'ai beaucoup de jeunes qui sont sur des livrets A, oui. Bien sûr. Beaucoup. Et commencer par le livret A. Et pourquoi ? C'est parce que les parents avaient un livret A et que ça faisait sens à l'époque, donc en fait c'est la suite logique, ou parce que ça rassure J'ai envie de dire parce que leur banquier leur propose. Parce que leur banquier leur a proposé et qu'ils ont voulu faire plaisir à leur banquier. Voulu faire plaisir à leur banquier, qui leur dit si vous devez un jour emprunter, ça vous servira à peu près. C'est les discours qu'on peut entendre. Donc c'est bien d'avoir de l'épargne. Vous êtes chez nous, on sera à même de vous proposer un meilleur taux le jour où vous emprunterez. C'est à peu près ça. D'accord. Ok, je comprends. Mais donc on reste dans une logique de construction. Il y a quelque chose quand même qui ressort de ce que vous nous dites tous les deux. On va commencer par vous, Judith Sébillotte-Legris. C'est cette notion d'éduquer. Alors vous disiez qu'effectivement, Philippe de Gouville, qu'il faut leur faire comprendre qu'il y a des risques, que le placement le plus dynamique n'est pas forcément adapté à tout le monde. Vous nous disiez il y a quelques instants également, Judith Sébillotte-Legris, qu'il faut éduquer, c'est-à-dire que quoi aujourd'hui en fait les jeunes viennent
et, enfin les jeunes ou les moins jeunes, mais là on parle des jeunes, viennent et en fait ne savent pas dans quoi réellement ils investissent. Voilà, de ne pas confondre les poches d'investissement et l'investissement lui-même. Déjà, D'accord. c'est quelque chose. Les plus anciens, pour ne pas dire les vieux, ne le savent pas non plus. C'est-à-dire qu'on confond souvent l'enveloppe et l'investissement. Donc déjà, comprendre ça, qu'il y a déjà une enveloppe, ensuite il y a des investissements, et c'est ce qu'ils cherchent, oui, effectivement. Et puis à comprendre comment on lit un reporting, parce qu'ils ne sont pas souvent toujours lisibles, comment on lit un reporting, comment on lit une performance, comment je vais être fiscalisé. Voilà, c'est essentiellement... Mais, alors c'est amusant, parce que quand je donnais l'exemple Robinhood tout à l'heure, parce qu'effectivement c'était sur une plateforme en ligne visitée par les plus jeunes, et là on avait quand même l'impression qu'il y avait des gens qui étaient très 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 calés en finance, qui expliquaient, voilà, si vous faites tout ça à tel moment, voilà ce qui va se passer sur les marchés financiers. Et on pourrait se dire, je suis jeune, j'ai un téléphone portable, je m'en sers tous les jours, j'ai accès à une myriade d'informations sur Internet. Quand je viens chez Score Patrimoine pour dire je veux investir sur ça, je suis ultra renseigné sur le sujet. C'est pas ce que vous constatez en fait. Alors non, c'est pas ce que je constate, et surtout c'est tout le problème de la digitalisation. Moi, les jeunes que je viens voir, qui pourraient investir sur leur smartphone, sur des plateformes digitales, ont quand même besoin d'un contact. Et ce qu'ils apprécient aussi, c'est toute la difficulté de cette période de digitalisation, ils aiment le contact. D'accord. Ouais. Et c'est d'ailleurs un des conseils qu'on peut leur donner avant d'aller sur des plateformes Internet, c'est de regarder si elles sont joignables au téléphone, si elles ont une réelle existence. D'accord. Parce que beaucoup se sont fait avoir, parce qu'ils sont regardés sur des plateformes Internet, on leur proposait, on leur promettait... énormément de rendement et pas beaucoup de risques. Voilà. C'est pas vrai, on en avait enfin trouvé un, finalement. Voilà. Et donc c'est voilà, on est là pour ce rôle éducatif, et ils aiment avoir un contact. C'est facile je veux un rachat, comment je fais, ils sont contents aussi. C'est aussi un des paradoxes. Donc le premier paradoxe, c'est pas forcément du risque, et le deuxième paradoxe, digitalisation oui, mais contact quand même. Et alors juste avant d'entendre Philippe de Gouville sur la notion d'éducation financière, vous sentez quand même qu'on vient vous voir avec une idée en tête et qu'en fait on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, et donc il faut faire cette différenciation entre poche et investissement. Bien sûr. Mais ou que quand même il y a une culture un peu financière des gens qui veulent, des jeunes qui veulent épargner. Non, il n'y a pas une grande culture. Il n'y a pas une grande culture financière. Ça a été dit et redit par l'AMF. Effectivement, il y a toute une culture financière qui n'est pas là, qui n'est pas faite. C'est pareil, mais il faut dire que les médias, et ce n'est pas du tout vous que je juge, mais c'est ce que je disais, quand on dit haro sur le fonds euro de manière complètement générale, sans expliquer les bénéfices aussi du fonds euro, il y a une culture financière qui n'est pas faite. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, et même question, Philippe de Gouville, sur cette notion d'éducation financière. Vous nous avez dit par exemple que ISMO, c'est des ETF. Donc j'imagine que ceux qui viennent chez ISMO savent ce que c'est qu'un ETF et comprennent le fonctionnement de l'investissement. Donc du coup, vous constatez, vous, qu'il y a une culture financière plus grande chez les jeunes qui viennent chez vous, ou non, pas forcément? Non, pas du tout. La plupart des gens qui s'inscrivent chez nous, qui sont donc la plupart du temps jeunes, ne savent pas ce que c'est qu'un ETF. La plupart ne savent même pas ce que c'est qu'une obligation, et même quelquefois une action, ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc en fait, ils viennent chercher le mécanisme d'épargne. D'accord. Et ensuite, nous, on leur explique ce que c'est que le risque, parce que le risque, c'est finalement la façon dont fonctionne le produit. Si les ETF, ça n'est jamais qu'un rapport, donc on leur explique ce que c'est, hein, on leur explique qu'il y a différentes catégories, et ainsi de suite. Mais les jeunes ne savent pas grand-chose. En fait, en France, de toute façon, d'une manière générale, l'éducation en matière de finance, elle est assez faible. Et elle se traduit tout à fait de la même manière chez les jeunes. Donc ça, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. C'est parce que... Alors, je fais peut-être une analogie, c'est peut-être un cliché, mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par les crypto-monnaies, par exemple. Donc là, pareil, en fait, on est intéressé par le gain facile, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a ou alors, en fait, ce qui découle d'un actif très risqué comme les crypto-monnaies, c'est d'aller chercher d'autres actifs risqués sans du tout se poser la question de ce qu'il y a derrière. En fait, il ne faut pas confondre spéculation et épargne. Bien sûr. Les jeunes, quand ils vont sur les crypto-monnaies, c'est du gain facile. Oui, ils n'épargnent pas, effectivement. Voilà, ils n'épargnent pas, ils font du trading. En général, ils perdent d'ailleurs, parce que dans 90% des cas, on perd de l'argent à terme sur ce genre de stratégie. Donc, nous, on fait de l'épargne. Il faut se projeter dans le temps. C'est toujours pareil. Les temps sont durs, les temps vont être compliqués pour ces générations-là. Et donc, il faut s'y préparer le plus tôt possible. Le temps est votre allié dans ce cas-là. Ça va lisser les aléas de marché. Si vous avez beaucoup de temps. En revanche, il faut faire la différence entre ça et faire des cryptos en allant sur des plateformes. Alors évidemment, c'est de plus en plus facile pour les jeunes d'aller sur leur smartphone, d'acheter et vendre des actions, d'acheter et vendre des cryptos. Okay, mais les autorités commencent à s'inquiéter de ça. Cette gamification. La gamification du trading, finalement, c'est une façon d'inciter les jeunes à investir
sans vraiment connaître le produit, des sommes qui ne sont pas forcément adaptées aux risques qu'ils peuvent supporter. Et donc, le régulateur va finir par regarder ces choses. Mais vous, par exemple, chez Ismo, j'imagine que cette gamification, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte pour attirer notamment cette clientèle jeune. Oui, en fait, oui et non. En fait, le ISMO, d'abord, c'est régulé. Oui, bien sûr. Régulé, donc, non, mais vous donc devez on ne peut pas regarder faire un peu ce qui plaît à côté, quand même. Mais la gamification, non, nous, on insiste beaucoup dans nos messages sur le fait qu'il faut y aller doucement. La meilleure façon de comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, c'est de s'y frotter, mais pas en engageant son avenir, pas en engageant tout son argent, en faisant attention aux risques. Pas aller sur une seule valeur, pas aller sur une seule crypto. C'est bien trop dangereux à long terme. Donc voilà, il faut avoir des portefeuilles diversifiés, il faut avoir des stratégies, il faut faire appel à des professionnels qui quand même savent ce que c'est qu'un OPCVM, savent vous conseiller, des CGP, qui sont là aussi pour vous guider, pour éviter de faire des erreurs. Parce qu'on fait, après, une fois qu'on a fait des erreurs, c'est trop tard. Oui, c'est ça. Après, il n'y a plus d'épargne. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe de Gouville, CEO d'Ismo. Merci Judith Sébillotte-Legris, associée gérante chez Score Patrimoine, de nous avoir détaillé ces comportements qui finalement ne diffèrent pas tant que ça des plus âgés, mais il était important de mettre en lumière effectivement ce comportement des jeunes vis-à-vis de l'épargne. On se retrouve quant à nous tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.